Bien le bonjour et bienvenue dans ce nouveau résumé de livre. Aujourd'hui nous allons aborder le livre « L'ego et l'ennemi » de Ryan Holiday. Gagne du temps en écoutant le résumé des chapitres et apprends des exemples et des conseils liés à ce livre. Ryan Holiday est un auteur américain, entrepreneur et spécialiste du marketing, connu pour ses ouvrages sur la philosophie stoïcienne et le développement personnel. Né le 16 juin 1987, il a commencé sa carrière dans le marketing en travaillant pour des entreprises comme American Apparel, où il a été directeur du marketing. Holiday est particulièrement reconnu pour avoir popularisé des concepts philosophiques stoïciens dans un contexte moderne. Ses livres comme The Obstacle is the Way, 2014, Ego is the Enemy, 2016, et The Daily Stoic, 2016, ont tous été largement salués pour leur approche accessible de la sagesse stoïcienne. Ces ouvrages sont souvent utilisés par des athlètes, des entrepreneurs et des dirigeants pour mieux gérer les défis de la vie. En plus de son travail d'auteur, Holiday est également fondateur de l'agence de marketing BrassCheck et est un conférencier recherché. Son influence s'étend également à travers son podcast et ses publications sur divers médias, où il continue de promouvoir les idées du stoïcisme et leur application pratique dans la vie quotidienne. L'ego et l'ennemi, de Ryan Holiday est un livre de développement personnel qui explore comment l'ego peut être un obstacle majeur à notre réussite et à notre bien-être. Publié en 2016, cet ouvrage s'inspire de la philosophie stoïcienne, une école de pensée qui prône la maîtrise de soi, la rationalité, et la résilience face aux difficultés de la vie. Thème central. Le thème central du livre est que l'ego, lorsqu'il est démesuré, peut nous détourner de nos objectifs, détruire nos relations, et nous empêcher de progresser personnellement et professionnellement. Ryan Holiday argue que pour réussir, il est crucial de maîtriser notre ego à chaque étape de notre vie, dans l'aspiration, nos ambitions, dans le succès, notre gestion des réalisations, et dans l'échec, comment nous faisons face au revers. Structure du livre. Le livre est divisé en 3 parties. Aspiration, cette section explore comment l'ego peut fausser notre perception de ce que nous voulons vraiment et nous pousser à rechercher la reconnaissance plutôt que l'accomplissement personnel. Succès, ici, Holiday met en garde contre les dangers de l'ego après avoir atteint le succès, soulignant comment il peut mener à l'arrogance, à la complaisance, et à des décisions irréfléchies. Échec, la dernière section examine comment l'ego peut nous empêcher d'apprendre de nos erreurs et de rebondir après un échec. Holiday encourage une approche humble et résiliente pour surmonter les difficultés. Approche et style. Ryan Holiday utilise un mélange d'anecdotes historiques, d'exemples contemporains, et de leçons philosophiques pour illustrer ses arguments. Il cite des figures comme Genghis Khan, Katharine Graham et Jackie Robinson pour montrer comment l'ego peut être géré et surmonté. Le style est direct, pragmatique, et ancré dans la réalité, ce qui rend les concepts accessibles et applicables à la vie quotidienne. Message clé. Le message clé de « L'ego et l'ennemi » est que la maîtrise de soi et l'humilité sont essentielles pour réussir durablement et éviter les pièges que l'ego tend à chaque étape de notre parcours. Le livre invite le lecteur à développer une conscience de soi plus profonde et à embrasser une attitude de service, de discipline et de détachement pour réaliser son plein potentiel. Résumé du chapitre 1, les plus grands problèmes se posent dans l'aspiration. Ryan Holiday ouvre son ouvrage avec une question fondamentale, qu'est-ce qui nous motive à poursuivre nos aspirations ? Est-ce un désir pur de réaliser quelque chose de significatif, ou est-ce l'ego qui cherche à s'imposer et à être reconnu ? Dès les premières lignes, l'auteur met en garde contre l'illusion que l'aspiration elle-même est toujours noble ou justifiée. En réalité, l'aspiration peut souvent être teintée d'une quête de validation extérieure, d'un besoin de prouver notre valeur aux yeux des autres, plutôt que de suivre une vocation sincère. Holiday utilise l'exemple du général William Tecumseh Sherman, une figure clé de la guerre civile américaine, pour illustrer ce point. Sherman, malgré ses capacités militaires exceptionnelles, était réticent à prendre des responsabilités de haut niveau. Il voyait clairement les pièges de l'ego qui conduisaient beaucoup de ses pairs à rechercher la gloire à tout prix, souvent au détriment de leur santé mentale, de leurs relations, et de la cause qu'ils prétendaient servir. Holiday souligne que cette clairvoyance, ce refus de se laisser aveugler par l'ambition et l'ego, est ce qui a permis à Sherman de rester ancré dans la réalité et de devenir l'un des plus grands généraux de son temps. Holiday ne se contente pas de faire l'éloge de la modération de Sherman, il met en lumière les dangers d'une aspiration dirigée par l'ego. Lorsqu'on aspire à quelque chose, que ce soit une carrière, une relation, ou une réalisation personnelle, l'ego peut rapidement transformer cette aspiration en une quête de reconnaissance. Cette recherche de validation externe est un terrain fertile pour l'ego, qui se nourrit de l'attention et de l'approbation des autres. Cependant, cette orientation vers l'extérieur nous éloigne de nos véritables motivations internes et peut même nous détourner de la voie qui nous correspond le mieux. L'auteur poursuit en expliquant que l'aspiration est souvent le moment où l'ego est le plus susceptible de s'immiscer. Lorsqu'on commence un nouveau projet ou qu'on envisage de grandes réalisations, il est facile de se laisser emporter par des fantasmes de succès, de reconnaissance et de pouvoir. Ces pensées, bien que parfois inspirantes,
peuvent rapidement devenir une obsession, nous détournant de l'essence même de ce que nous cherchons à accomplir. Holliday appelle cela le piège de l'aspiration, où l'ego prend le dessus et transforme nos ambitions en une course effrénée vers quelque chose qui, en fin de compte, pourrait être vide de sens. Il fait également référence aux enseignements du stoïcien Épictète, qui prônait une vie dirigée par la raison et l'intégrité plutôt que par le désir de gloire ou de richesse. Épictète nous rappelle que l'important n'est pas ce que nous accomplissons, mais la manière dont nous vivons et la qualité de nos actions quotidiennes. Holliday utilise cette perspective pour souligner que les aspirations qui sont poussées par l'ego sont souvent de courte durée et ne mènent pas à un véritable épanouissement. L'auteur met en garde contre l'illusion que l'aspiration est toujours synonyme de progrès. Il distingue entre l'ambition saine et l'ambition dévorante, celle qui est centrée sur soi-même et qui ignore les conséquences pour les autres. Il cite également des exemples historiques où l'ego a conduit des individus à poursuivre des objectifs grandioses, souvent au prix de leurs relations, de leur bonheur et de leur intégrité. Holliday nous encourage à examiner les véritables motivations derrière nos aspirations. Est-ce que nous poursuivons cet objectif pour prouver quelque chose à quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est vraiment ce que nous voulons, ou est-ce que c'est ce que nous pensons devoir vouloir à cause des pressions sociales ou des attentes extérieures? En nous posant ces questions, nous pouvons démasquer l'ego et faire des choix plus éclairés qui reflètent nos valeurs profondes et non pas une image de nous-mêmes que nous voulons projeter. Le chapitre se termine par un appel à la conscience de soi et à la vigilance. Holliday souligne que la meilleure façon de combattre l'ego est d'adopter une approche humble et réfléchie face à nos aspirations. Plutôt que de se laisser emporter par les visions grandioses de succès et de reconnaissance, il nous invite à rester ancrés dans la réalité, à nous concentrer sur le processus plutôt que sur les résultats, et à privilégier les actions qui sont alignées avec nos valeurs profondes. Conclusion. Le chapitre 1 de « L'ego et l'ennemi » pose les bases d'une réflexion profonde sur la manière dont nous abordons nos aspirations. Ryan Holiday nous met en garde contre les dangers de l'ego qui peut détourner nos ambitions vers une quête de validation externe, nous poussant à poursuivre des objectifs qui ne sont pas vraiment les nôtres. En s'appuyant sur des exemples historiques et des enseignements philosophiques, il nous encourage à cultiver l'humilité, à rester vigilants face à nos motivations, et à nous concentrer sur ce qui est vraiment important, vivre une vie de valeur et d'intégrité. Ce chapitre est une invitation à repenser la manière dont nous percevons nos objectifs et à évaluer honnêtement si nos aspirations sont guidées par notre ego ou par un désir sincère de contribuer à quelque chose de plus grand que nous-mêmes. En maîtrisant notre ego, nous pouvons éviter les pièges de l'aspiration mal orientée et nous engager sur une voie qui mène à un véritable épanouissement personnel et professionnel. Résumé du chapitre 2, Parler, parler, parler. Le chapitre s'ouvre sur une observation perspicace. Dans une société qui valorise l'apparence et la perception, il est facile de confondre le fait de parler de ses ambitions avec le fait de les réaliser. Holliday identifie cette tendance comme l'une des manifestations les plus subtiles et insidieuses de l'ego. Nous avons tendance à parler de nos projets, de nos ambitions et de nos plans avec enthousiasme, parfois avec une telle assurance que nous en venons à croire que le simple fait d'en parler est déjà une forme d'accomplissement. Mais en réalité, ce n'est rien de plus qu'une illusion. Holliday utilise l'exemple de Samuel Zemurray, un entrepreneur dans l'industrie de la banane, pour illustrer cette idée. Zemurray était un homme d'action plutôt que de mots. Alors que ses concurrents et associés passaient leur temps à élaborer des plans sophistiqués et à en discuter longuement, Zemurray se concentrait sur l'exécution. Il savait que parler de ses idées ou de ses projets n'était pas suffisant, il fallait agir. C'est cette approche pragmatique qui lui a permis de devenir l'une des figures les plus influentes de son industrie, démontrant ainsi l'écart entre ceux qui parlent et ceux qui agissent. Dans ce chapitre, Holliday met en garde contre la tendance à confondre l'expression de nos idées avec leur réalisation. Cette confusion, souvent alimentée par l'ego, peut créer une satisfaction temporaire mais trompeuse, nous donnant l'impression que nous avons déjà accompli quelque chose d'important simplement parce que nous en avons parlé. Cependant, cette satisfaction est de courte durée et laisse place à un vide lorsque nous réalisons que peu de progrès réels ont été faits. L'auteur cite également les travaux de Robert Greene, qui soutient que ceux qui parlent trop de leurs projets finissent par diluer leur énergie et leur motivation. Chaque fois que nous parlons de nos objectifs, nous libérons une partie de l'énergie qui pourrait être mieux utilisée pour les atteindre. Holliday appelle cela la fuite d'énergie, un phénomène où l'ego nous incite à partager nos idées prématurément, ce qui finit par diminuer notre engagement à les concrétiser. Holliday poursuit en expliquant que l'ego aime être sous les projecteurs. Il aime que nous parlions de nos ambitions parce que cela attire l'attention et nous donne l'impression d'être important. Cependant, cette attention n'est qu'un mirage. Elle ne contribue en rien à la réalisation effective de nos objectifs et peut même nous distraire de l'essentiel, le travail acharné, silencieux et souvent ingrat qui est nécessaire pour accomplir quelque chose de significatif. Un autre point clé que Holliday aborde dans ce chapitre est l'idée de l'illusion de compétence. Lorsque nous parlons longuement de nos projets, nous pouvons être tentés de croire que nous avons déjà acquis les compétences et la connaissance nécessaires pour les réaliser. Pourtant, il n'en est rien. Parler de quelque chose ne nous en rapproche pas davantage,
seule l'expérience réelle et l'exécution rigoureuse peuvent nous y conduire. Holliday encourage donc une approche plus humble et réservée, garder nos projets pour nous-mêmes, travailler en silence, et laisser nos actions parler à notre place. L'auteur utilise ensuite l'exemple de l'artiste britannique Banksy, connu pour son anonymat et sa réticence à parler de son travail. Banksy laisse ses œuvres parler pour lui, et c'est précisément cette absence de discours et d'explication qui donne à son art une force particulière. En refusant de se laisser distraire par l'ego et en évitant de parler de ses intentions, Banksy permet à ses actions, son art, de prendre le devant de la scène. Cette leçon est essentielle pour quiconque cherche à réaliser de grandes choses, l'ego doit être mis de côté pour que l'œuvre elle-même puisse briller. Holliday nous rappelle également que les grands leaders et innovateurs de l'histoire n'ont pas passé leur temps à parler de ce qu'ils allaient faire, ils se sont concentrés sur le faire. C'est en agissant, en prenant des risques calculés et en apprenant des erreurs, qu'ils ont pu accomplir des choses remarquables. L'auteur cite les exemples de Steve Jobs et de Warren Buffett, qui, malgré leur célébrité, ont toujours privilégié l'action et la réflexion intérieure plutôt que la parole publique excessive. Une autre dimension de ce chapitre explore les dangers de l'ego dans les premières phases d'un projet ou d'une entreprise. Holliday met en garde contre l'excitation précoce qui peut nous amener à parler de nos idées avant qu'elles ne soient solidement ancrées dans la réalité. Ce faisant, nous nous exposons non seulement à la critique prématurée, mais nous risquons également de nous enliser dans la complaisance. En parlant trop tôt, nous risquons de nous satisfaire de l'attention reçue plutôt que de l'utiliser comme carburant pour avancer. Holliday propose une stratégie pour contourner ce piège, le silence stratégique. Au lieu de parler de nos projets, nous devrions travailler sur eux avec discrétion et diligence. En gardant nos ambitions pour nous-mêmes, nous concentrons notre énergie sur l'action, évitant ainsi de la disperser en paroles inutiles. C'est ce silence qui permet aux véritables innovateurs de concentrer leur attention sur l'essentiel et de réaliser des choses que les autres ne peuvent qu'admirer. Holliday conclut ce chapitre en soulignant l'importance de la maîtrise de soi. Maîtriser son ego signifie être capable de résister à l'envie de partager prématurément nos projets et de chercher la validation extérieure. C'est un acte de discipline qui requiert de la patience et de l'humilité, des qualités essentielles pour quiconque aspire à accomplir quelque chose de grand. Conclusion. Dans ce deuxième chapitre de « L'ego et l'ennemi », Ryan Holliday nous offre une réflexion profonde sur les dangers de l'ego dans nos ambitions et nos projets. Il nous met en garde contre la tendance à parler trop tôt et trop souvent de nos objectifs, un comportement qui, au lieu de nous rapprocher de leur réalisation, nous en éloigne en dissipant notre énergie et notre motivation. Holliday nous encourage à adopter une approche plus humble et réservée, en nous concentrant sur l'action plutôt que sur les mots. Il nous rappelle que le véritable succès ne vient pas de ce que nous disons, mais de ce que nous faisons. En mettant notre ego de côté et en choisissant de travailler en silence, nous augmentons nos chances de réaliser nos aspirations de manière significative et durable. Ce chapitre est une leçon de discipline et de patience, un rappel que les plus grandes réalisations sont souvent celles qui sont construites dans le silence et la discrétion. Il nous invite à examiner nos propres comportements, à reconnaître les moments où l'ego prend le dessus, et à choisir consciemment de revenir à l'essentiel, le travail acharné, la persévérance et l'humilité. C'est en maîtrisant ces qualités que nous pourrons surmonter les pièges de l'ego et accomplir des choses véritablement remarquables. Résumé du chapitre 3, devenir un étudiant. Ryan Holliday commence ce chapitre en racontant l'histoire de Gengis Khan, l'un des conquérants les plus redoutés de l'histoire, mais aussi un leader dont le succès reposait sur une soif insatiable d'apprendre. Contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, Gengis Khan n'était pas simplement un chef de guerre brutal, il était avant tout un étudiant de la vie, toujours prêt à apprendre de ses ennemis, de ses alliés, et des circonstances changeantes qui l'entouraient. Holliday utilise cette figure historique pour illustrer que même les plus puissants d'entre nous doivent rester des étudiants, constamment en quête de nouvelles connaissances et perspectives. L'auteur se penche ensuite sur une idée essentielle, l'ego est l'ennemi de l'apprentissage. Lorsque nous croyons tout savoir, ou même simplement croire en savoir assez, nous fermons la porte à de nouvelles idées et expériences qui pourraient élargir notre compréhension et améliorer nos compétences. Holliday souligne que l'apprentissage est un processus sans fin, et que chaque fois que l'ego prend le dessus, il nous empêche d'adopter cette mentalité d'apprentissage continu. Holliday rappelle que l'une des caractéristiques communes des personnes véritablement accomplies est leur humilité face à la connaissance. Elles reconnaissent qu'il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre, et qu'elles ne sont jamais au-dessus des leçons que la vie ou les autres peuvent leur enseigner. Cette approche contraste fortement avec ceux qui, conduits par l'ego, se considèrent comme des experts ou des maîtres, et qui cessent alors de chercher à s'améliorer. Il cite l'exemple de John Wooden, l'un des entraîneurs de basket-ball les plus respectés de l'histoire. Wooden, malgré ses succès répétés et son statut de légende vivante, continuait à étudier, à apprendre de ses joueurs, de ses adversaires, et des nouvelles stratégies qui émergeaient dans le sport. Holliday montre que ce qui rendait Wooden exceptionnel n'était pas seulement son talent, mais son engagement constant à rester un étudiant, un pratiquant de l'apprentissage perpétuel.
Un autre aspect crucial que Holliday aborde est la manière dont l'ego peut nous pousser à éviter les situations où nous pourrions nous sentir ignorants ou inférieurs. Cette peur de l'incompétence ou de l'inconfort nous pousse à rester dans notre zone de confort, à éviter les défis qui pourraient révéler nos lacunes. Holliday argumente que ce comportement est une manifestation claire de l'ego, qui préfère maintenir une illusion de compétence plutôt que de risquer de se confronter à la réalité de ce que nous ne savons pas. Pour contrebalancer cette tendance, Holliday propose une solution radicale, embrasser l'inconfort et chercher activement des situations où nous pourrions être les moins informés ou les moins expérimentés dans la pièce. En nous plaçant délibérément dans des contextes où nous devons apprendre, nous cultivons une humilité salutaire et repoussons l'influence de l'ego. Holliday insiste sur l'importance de voir l'apprentissage non pas comme une simple acquisition de faits ou de compétences, mais comme un acte de discipline mentale qui nous aide à rester ouverts et réceptifs. Holliday poursuit en évoquant le concept du beginner's mind, ou l'esprit du débutant, issu du zen. Ce concept, qui encourage à aborder chaque situation avec l'ouverture et la curiosité d'un débutant, est essentiel pour contourner les pièges de l'ego. Holliday souligne que l'esprit du débutant n'est pas limité par les préjugés ou les certitudes qui accompagnent souvent l'expertise. En cultivant cette attitude, nous pouvons voir les choses sous un jour nouveau, découvrir des solutions innovantes et rester flexibles face aux défis. Une autre leçon clé que Holliday met en avant est la valeur de l'apprentissage par l'échec. L'ego déteste l'échec parce qu'il le perçoit comme une menace directe à l'image de soi. Pourtant, Holliday nous rappelle que l'échec est un enseignant puissant, souvent plus instructif que le succès. Il cite l'exemple de figures comme Thomas Edison, qui considérait chaque échec comme une opportunité d'apprendre ce qui ne fonctionnait pas, et donc comme un pas de plus vers le succès. En adoptant une attitude positive envers l'échec, nous pouvons neutraliser l'ego et transformer les revers en occasion d'apprentissage. Holliday introduit ensuite l'idée de mentorat, un autre antidote à l'ego. Accepter un mentor, c'est reconnaître qu'il y a des choses que nous ne savons pas et que nous avons besoin d'apprendre des autres. L'ego, cependant, déteste cette idée parce qu'elle implique d'accepter l'autorité de quelqu'un d'autre. Holliday argue que trouver et accepter des mentors, et surtout rester humble devant eux, est une étape essentielle pour continuer à grandir. Les mentors nous permettent de voir nos aveuglements, de nous guider dans des territoires inconnus, et de nous tenir responsables face à notre propre développement. L'auteur explore également l'importance de lire et de s'informer continuellement, non seulement dans son domaine d'expertise, mais au-delà. En nous exposant à des idées nouvelles et variées, nous élargissons notre perspective et réduisons l'emprise de l'ego, qui tend à nous enfermer dans des idées fixes et des opinions rigides. Holliday mentionne de grands leaders et penseurs qui étaient des lecteurs avides, comme Abraham Lincoln ou Winston Churchill, pour souligner l'importance de l'exposition continue à de nouvelles idées comme moyen de combattre l'ego et de rester en apprentissage constant. Pour illustrer la puissance de l'apprentissage par la diversité des perspectives, Holliday se réfère également à l'anecdote du général américain George C. Marshall. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Marshall passait des heures à lire, non pas seulement des livres sur la guerre ou la stratégie militaire, mais aussi des ouvrages de philosophie, de littérature et d'histoire. En diversifiant ses sources de savoir, Marshall a pu cultiver une vision large et équilibrée, lui permettant de prendre des décisions éclairées sans être limité par une pensée étroite ou dogmatique, un piège que l'ego tend souvent à favoriser. En abordant la pratique de l'apprentissage à travers différents prismes, Holliday met en lumière une vérité centrale, l'apprentissage est un acte d'humilité. C'est un acte qui requiert de nous que nous reconnaissions nos propres limites et que nous soyons prêts à admettre que nous ne savons pas tout. Cette attitude est l'opposé de l'ego, qui cherche à maintenir une image de compétence et de maîtrise à tout prix. Le chapitre se conclut sur un appel à l'action. Holliday nous encourage à cultiver l'apprentissage comme un état d'esprit, à embrasser l'incertitude, et à rechercher activement des occasions de nous remettre en question. En adoptant cette approche, nous pouvons transformer l'ego de notre ennemi en un allié silencieux, qui ne cherche pas à nous contrôler mais qui nous rappelle constamment de rester vigilants, ouverts, et prêts à apprendre. Conclusion. Dans le 3e chapitre de « L'ego et l'ennemi », Ryan Holliday nous offre une réflexion profonde et éclairante sur l'importance de l'apprentissage continu comme antidote à l'ego. En racontant des histoires historiques et en explorant des concepts philosophiques, il nous montre comment l'ego peut s'opposer à notre croissance en nous poussant à croire que nous savons déjà tout ce que nous devons savoir. Holliday met en évidence que l'apprentissage n'est pas seulement une question d'accumulation de connaissances, mais aussi une question de maintenir une attitude d'ouverture, de curiosité et d'humilité face à ce que nous ne connaissons pas. Il nous rappelle que l'ego préfère la certitude et l'image de la maîtrise, tandis que l'apprentissage exige de nous que nous embrassions l'incertitude et que nous admettions nos propres limites. Ce chapitre est un appel à devenir des étudiants perpétuels, à chercher activement des mentors, à lire largement, et à voir chaque échec non pas comme une fin, mais comme une étape sur la voie du succès. En cultivant cette mentalité, nous pouvons surmonter les pièges de l'ego et nous engager sur une voie de croissance et d'amélioration constante. Dans une société qui valorise souvent l'apparence et la réussite rapide, Holliday nous rappelle que la véritable maîtrise vient de l'humilité et de la reconnaissance que, peu importe ce que nous avons accompli,
il y a toujours plus à apprendre. Cette leçon est essentielle pour quiconque cherche à vivre une vie de sens, d'accomplissement et de véritable succès. En mettant de côté notre ego et en adoptant une posture d'étudiant, nous ouvrons la porte à un monde de possibilités infinies et à un avenir où nous ne cesserons jamais de grandir. Résumé du chapitre 4, ne pas être trompé par le succès. Le chapitre s'ouvre sur une mise en garde, le succès est souvent le moment où l'ego est le plus susceptible de prendre le contrôle. Alors que nous traversons les épreuves et que nous luttons pour atteindre nos objectifs, l'ego reste en veille, patient mais prêt à saisir l'opportunité de s'imposer une fois le sommet atteint. Holliday commence par cette observation pour montrer comment, paradoxalement, c'est souvent dans nos moments de réussite que nous sommes les plus vulnérables. Holliday raconte l'histoire d'un empereur romain, Marc Aurèle, connu non seulement pour ses succès militaires et politiques, mais aussi pour son dévouement à la philosophie stoïcienne. Marc Aurèle, malgré sa position de pouvoir suprême, restait profondément conscient des dangers de l'ego. Holliday cite les pensées pour moi-même de Marc Aurèle, un texte où l'empereur se rappelle constamment de rester humble, de se méfier de la flatterie, et de garder les pieds sur terre, même au sommet de sa gloire. Cet exemple illustre l'idée que le succès doit être géré avec autant, sinon plus, de précaution que l'échec. Holliday explique ensuite que le succès a tendance à déformer notre perception de la réalité. L'ego nous pousse à croire que notre succès est uniquement le résultat de notre talent ou de notre effort, en négligeant souvent les circonstances extérieures ou l'aide des autres. Ce genre de pensée peut conduire à l'arrogance et à la complaisance, deux ennemis silencieux mais mortels pour toute forme de progrès continu. Holliday évoque ici le concept de l'hubris, l'orgueil excessif qui, selon la tradition grecque antique, précède la chute. Un autre aspect crucial abordé par Holliday est l'impact du succès sur notre capacité à apprendre. Lorsque nous connaissons le succès, il est facile de croire que nous n'avons plus besoin de continuer à apprendre ou à nous remettre en question. L'ego nous convainc que nous avons tout compris, que nous sommes arrivés. Pourtant, c'est souvent à ce moment-là que nous cessons de grandir et que nous devenons aveugles à nos propres lacunes. Holliday rappelle à ses lecteurs que le succès devrait plutôt être un catalyseur pour plus d'apprentissage, et non une raison pour se reposer sur ses lauriers. Holliday poursuit en analysant comment l'ego utilise le succès pour isoler. Le succès peut parfois nous couper des autres, nous entourant de personnes qui nous flattent ou qui cherchent à profiter de notre réussite. Cette isolation, qu'elle soit physique ou mentale, peut nous conduire à perdre de vue la réalité et à nous enfermer dans une bulle de complaisance et de déconnexion. Holliday met en garde contre cette tendance à s'entourer de « oui-hommes » qui nourrissent notre ego plutôt que de véritables conseillers qui nous défient et nous poussent à nous améliorer. Un autre exemple frappant que Holliday utilise pour illustrer les dangers du succès est celui d'Howard Hughes, l'aviateur, ingénieur et réalisateur américain qui, après avoir atteint un succès phénoménal dans plusieurs domaines, est progressivement tombé dans une spirale de paranoïa et d'isolement, exacerbée par son ego et sa croyance en sa propre invulnérabilité. Hughes, autrefois un innovateur brillant, est devenu une figure tragique, victime de son propre succès et de l'ego démesuré qui l'accompagnait. Holliday ne se contente pas de décrire les pièges du succès, il offre également des stratégies pour les éviter. Il propose de cultiver une attitude de gratitude et de reconnaissance envers les autres et les circonstances qui ont contribué à notre succès. En reconnaissant que nous n'avons pas réussi seuls, nous pouvons contrer l'effet isolant de l'ego et rester connectés à la réalité. Cette humilité est essentielle pour éviter la déformation de la réalité que l'ego peut provoquer en temps de succès. Une autre stratégie mise en avant par Holliday est la pratique de la réflexion régulière. Il cite l'exemple de Bill Belichick, l'entraîneur de football américain le plus titré de l'histoire de la NFL. Belichick, malgré ses nombreux succès, reste obsédé par l'analyse de ses performances, cherchant toujours à identifier ce qui peut être amélioré, même après une victoire. Cette attitude de remise en question constante empêche l'ego de prendre le dessus et maintient un niveau de performance élevé, basé sur l'effort et l'amélioration continue, plutôt que sur le simple résultat. Holliday aborde également l'importance de se fixer de nouveaux défis, même après un succès. Plutôt que de se reposer sur ses lauriers, il suggère de rechercher de nouveaux objectifs, plus ambitieux, qui nous forcent à continuer à évoluer et à rester en mouvement. En se projetant vers de nouveaux horizons, nous empêchons l'ego de nous emprisonner dans la satisfaction du succès passé. L'auteur fait ensuite référence à des pratiques anciennes de sagesse comme celles des samouraïs ou des moines bouddhistes, qui, malgré leur maîtrise et leur succès dans leurs disciplines respectives, s'engageaient régulièrement dans des actes de service ou des tâches humbles pour rester connectés à leur humanité et éviter l'illusion de la grandeur que l'ego pourrait leur suggérer. Cette pratique de l'humilité volontaire est un moyen puissant de garder l'ego sous contrôle et de rester ancré dans la réalité. Holliday conclut le chapitre en revenant à l'idée de la fragilité du succès. Le succès, aussi éclatant soit-il, est souvent temporaire et peut être renversé par un changement de circonstances, une erreur, ou un simple coup du sort. En restant conscient de cette réalité, nous pouvons éviter l'erreur fatale de croire que notre succès actuel est éternel ou garanti. Cette conscience nous pousse à rester vigilants, à continuer de travailler dur, et à ne jamais cesser d'apprendre et de nous adapter.
Conclusion. Le 4e chapitre de « L'ego et l'ennemi » nous offre une leçon cruciale sur la gestion du succès. Ryan Holiday démontre que le succès, loin de nous libérer de l'ego, peut en réalité intensifier son emprise sur nous. L'ego utilise le succès pour nous aveugler, nous isoler, et nous faire croire en notre propre invulnérabilité. Pourtant, c'est précisément à ce moment de succès que nous devons être les plus vigilants, les plus humbles, et les plus ouverts à l'apprentissage continu. Holiday nous incite à cultiver la gratitude, la réflexion et la remise en question comme des antidotes puissants contre les dangers du succès. En reconnaissant la contribution des autres, en cherchant constamment à nous améliorer, et en restant connectés à notre humanité par des actes d'humilité volontaire, nous pouvons garder l'ego à distance et continuer à avancer de manière significative et durable. Ce chapitre est un appel à rester ancré dans la réalité, à ne jamais se laisser tromper par le miroir déformant que l'ego nous tend lorsqu'il est nourri par le succès. En adoptant cette vigilance, nous pouvons non seulement éviter les pièges du succès, mais aussi transformer chaque victoire en une occasion de croissance, de service et de véritable épanouissement. Ryan Holiday nous rappelle que le succès, bien que gratifiant, est un test tout aussi difficile, voire plus, que l'échec, et qu'il doit être géré avec la même discipline, la même humilité et la même détermination. Résumé du chapitre 5, le danger de se croire important. Ryan Holiday débute ce chapitre en soulignant un fait paradoxal, l'ego, ce sentiment exagéré de notre propre importance, est souvent déclenché non seulement par les succès, mais aussi par la simple quête de succès. Cette quête, lorsque déformée par l'ego, peut nous conduire à des comportements nuisibles à nous-mêmes et à ceux qui nous entourent. Holiday insiste sur le fait que se croire trop important est un piège insidieux, car il nous éloigne de la réalité et nous isole des autres, ce qui à long terme, compromet notre capacité à réussir. Pour illustrer ce point, Holiday raconte l'histoire d'un général militaire dont le nom, autrefois synonyme de gloire, est désormais associé à l'arrogance et à l'échec, William Tecumseh Sherman. Sherman, malgré ses succès militaires, a été victime de son propre ego. Convaincu de sa supériorité et de son importance, il a fini par ignorer les conseils de ses subordonnés et à sous-estimer ses ennemis, ce qui l'a conduit à une défaite humiliante. Holiday utilise cet exemple pour montrer que l'ego peut non seulement aveugler un individu sur ses propres limites, mais aussi sur la réalité qui l'entoure. Holiday explore ensuite l'idée que l'ego peut transformer les aspirations légitimes en une obsession dévorante de soi. Lorsque nous nous croyons trop importants, nous perdons de vue les autres et leurs contributions. Nous commençons à croire que nous sommes les seuls artisans de notre succès, ce qui nous conduit à négliger l'importance du travail d'équipe, de la collaboration, et des circonstances qui nous ont permis de réussir. Cette distorsion de la réalité est dangereuse, car elle nous isole et nous rend incapables de reconnaître les signes avant-coureurs de l'échec. Un autre point central de ce chapitre est l'idée que l'ego déforme notre rapport au temps. Holiday explique que l'ego nous pousse à nous concentrer sur des gains rapides et immédiats, au détriment d'une vision à long terme. Lorsque nous nous croyons trop importants, nous voulons tout de suite, et nous devenons impatients. Cette impatience, alimentée par l'ego, peut nous conduire à prendre des décisions impulsives et à négliger les actions qui pourraient porter leurs fruits sur le long terme. Holiday rappelle à ses lecteurs l'importance de la patience et de la persévérance, des qualités qui sont souvent étouffées par l'ego. Pour illustrer la manière dont l'ego peut nuire à notre vision à long terme, Holiday évoque l'exemple de Julius César, dont l'ambition démesurée et le sentiment d'invincibilité l'ont conduit à des choix qui ont finalement précipité sa chute. César, se croyant au-dessus des autres, a ignoré les signes de trahison et a sous-estimé la résistance de ses ennemis, croyant que sa grandeur le protégerait de tout. Ce manque de clairvoyance, dû à un ego incontrôlé, a conduit à son assassinat et à l'effondrement de ce qu'il avait construit. Holiday aborde également la manière dont l'ego interfère avec notre capacité à écouter les autres. Se croire trop important signifie que nous considérons souvent les opinions des autres comme moins valables, voire insignifiantes. Cette attitude non seulement nous coupe des idées et perspectives précieuses, mais crée également des tensions et des conflits avec ceux qui nous entourent. L'ego, en nous poussant à ignorer ou à minimiser les contributions des autres, sape notre capacité à collaborer efficacement et à tirer parti des talents et des ressources à notre disposition. Holiday introduit ici l'idée de la résistance égoïste, un concept où l'ego refuse d'accepter l'idée que nous ne sommes pas les seuls à détenir la vérité ou à pouvoir réaliser les grandes choses. Cette résistance se manifeste souvent par une opposition à l'idée de déléguer ou de partager la responsabilité, ce qui peut mener à un surmenage, à une inefficacité et finalement à un échec. L'auteur illustre ce concept avec l'exemple de Steve Jobs, qui, malgré ses succès, a souvent lutté contre son propre ego pour apprendre à faire confiance à son équipe et à déléguer. Ce n'est qu'en surmontant cette résistance que Jobs a pu conduire Apple vers ses plus grands succès. Holiday explore également le thème de l'humilité en tant qu'antidote à l'ego. L'humilité, explique-t-il, n'est pas la même chose que se sous-estimer ou se dévaloriser, elle consiste plutôt à avoir une vision claire de soi-même et de son rôle dans le grand schéma des choses.
Être humble, c'est reconnaître que nous ne sommes qu'une partie d'un tout plus vaste, et que notre importance, bien que réelle, n'est pas absolue. Holliday cite l'exemple d'Abraham Lincoln, qui, malgré les immenses pouvoirs et responsabilités qui lui incombaient, restait profondément conscient de ses limites et de la nécessité de s'appuyer sur les autres. Holliday conclut ce chapitre en invitant ses lecteurs à cultiver une attitude d'apprentissage et de croissance continue. Il rappelle que l'ego est souvent un obstacle à notre développement personnel et professionnel, car il nous fait croire que nous n'avons plus rien à apprendre une fois que nous avons atteint un certain niveau de succès. En cultivant l'humilité et en adoptant une posture de perpétuel apprenant, nous pouvons surmonter l'ego et continuer à évoluer, tant dans nos compétences que dans notre compréhension de nous-mêmes et du monde. Pour appuyer cette idée, Holliday parle de l'importance de chercher des retours d'informations constructifs et d'accepter les critiques. Lorsque nous nous croyons trop importants, nous avons tendance à rejeter toute critique comme infondée ou mal intentionnée. Pourtant, ce sont souvent ces critiques qui nous offrent les meilleures opportunités de croissance. En apprenant à accepter et à intégrer ces retours, nous pouvons non seulement éviter les pièges de l'ego, mais aussi améliorer nos performances et renforcer nos relations avec les autres. Holliday termine en soulignant que l'ego n'est pas un ennemi à éliminer complètement, mais plutôt à maîtriser. Nous ne pouvons jamais totalement nous débarrasser de notre ego, mais nous pouvons apprendre à le reconnaître et à le gérer de manière à ce qu'il ne devienne pas un obstacle à notre réussite. En cultivant l'humilité, en restant ouverts aux autres et en gardant une perspective équilibrée sur notre importance, nous pouvons naviguer les défis de la vie avec sagesse et intégrité. Conclusion. Dans le 5e chapitre de « L'ego et l'ennemi », Ryan Holiday nous met en garde contre le danger insidieux de se croire trop important. L'ego, lorsqu'il n'est pas maîtrisé, peut déformer notre perception de la réalité, nous isoler des autres, et nous conduire à des décisions impulsives et mal avisées. Holiday montre, à travers des exemples historiques et des réflexions philosophiques, que la véritable grandeur ne réside pas dans l'exaltation de soi, mais dans la reconnaissance de ses propres limites et dans l'importance de l'apport des autres. Ce chapitre est un appel à l'humilité, non pas comme une faiblesse, mais comme une force qui nous permet de rester connectés à la réalité et de continuer à grandir. En nous rappelant constamment que nous ne sommes pas le centre du monde, et que notre succès est souvent le résultat d'un effort collectif, nous pouvons éviter les pièges de l'ego et naviguer les complexités de la vie avec sagesse. L'enseignement de ce chapitre est clair, pour véritablement réussir et maintenir cette réussite, nous devons garder notre ego sous contrôle, rester ouverts aux critiques et aux perspectives des autres, et toujours nous rappeler que notre importance est relative. Ce n'est qu'en adoptant cette attitude que nous pouvons espérer atteindre un succès durable et significatif, à la fois pour nous-mêmes et pour ceux qui nous entourent. Ryan Holiday nous offre ici une leçon précieuse sur la manière de gérer notre ego dans la poursuite de nos aspirations, et sur l'importance de l'humilité pour naviguer avec succès les défis de la vie. Résumé du chapitre 6, l'art de la modestie. Le chapitre commence par une réflexion sur ce qu'est réellement la modestie. Ryan Holiday la définit non pas comme une simple absence de vantardise, mais comme une attitude fondamentale de respect et d'humilité face à la réalité. La modestie, selon lui, est un antidote à l'arrogance et à l'illusion de grandeur que l'ego nous impose souvent. C'est une reconnaissance lucide de nos limites, de nos faiblesses, et des contributions des autres à notre succès. Holiday utilise l'exemple de l'écrivain et philosophe allemand Goethe pour illustrer son propos. Goethe, malgré son immense talent et son succès, était connu pour sa modestie et son désir constant d'apprendre. Il considérait chaque jour comme une occasion de s'améliorer, reconnaissant qu'il y avait toujours plus à apprendre et à comprendre. Cette attitude lui a permis de rester ancré dans la réalité, évitant les pièges de l'ego qui guettent souvent les grands esprits. Holiday passe ensuite à une analyse plus personnelle, explorant comment la modestie peut être appliquée dans notre propre vie quotidienne. Il nous invite à réfléchir sur la façon dont nous réagissons aux compliments, aux succès, et même aux échecs. L'ego cherche toujours à prendre le crédit de nos succès et à blâmer les autres pour nos échecs. La modestie, en revanche, nous enseigne à accepter les louanges avec une reconnaissance sincère, tout en gardant à l'esprit que nos accomplissements sont souvent le fruit de nombreux facteurs, et non de notre seule compétence. L'auteur introduit ensuite le concept de « l'ego silencieux ». Ce concept se réfère à une approche de la vie où nous nous efforçons de minimiser la présence de l'ego dans nos pensées et nos actions. Il ne s'agit pas de nier notre valeur ou nos compétences, mais de reconnaître que nous sommes une partie d'un tout plus grand, et que notre succès individuel est souvent indissociable de l'effort collectif. Cette perspective nous encourage à être modestes non seulement dans notre comportement extérieur, mais aussi dans notre dialogue intérieur. Holiday explore également comment la modestie nous aide à rester ouverts à l'apprentissage. Lorsqu'on est modeste, on est plus enclin à écouter les autres, à reconnaître qu'on ne sait pas tout, et à chercher à s'améliorer continuellement. L'ego, en revanche, nous pousse à croire que nous avons atteint un niveau de compétence ou de connaissance où nous n'avons plus rien à apprendre. Cette attitude est dangereuse, car elle nous ferme aux nouvelles idées et perspectives, et nous empêche de grandir. Holiday souligne que la véritable grandeur réside dans la capacité à rester un éternel apprenant,
toujours prêt à remettre en question ses propres certitudes et à accueillir les critiques constructives. Un autre aspect important de la modestie abordé par Holiday est son rôle dans la gestion des relations interpersonnelles. L'ego tend à rendre les relations conflictuelles, en cherchant à imposer ses vues, à dominer les conversations, ou à refuser d'admettre ses torts. La modestie, en revanche, favorise l'écoute, la compréhension et le respect mutuel. En adoptant une posture modeste, nous ouvrons la porte à des relations plus harmonieuses et constructives, où le dialogue est basé sur le respect plutôt que sur la compétition. Holiday illustre ce point avec l'exemple du général George C. Marshall, l'un des leaders militaires les plus respectés de l'histoire américaine. Marshall, malgré ses nombreuses victoires et son statut élevé, était connu pour sa modestie et sa capacité à écouter et à valoriser les opinions de ses subordonnés. Cette attitude a non seulement renforcé sa capacité de leadership, mais a également inspiré un profond respect et une loyauté parmi ceux qui travaillaient avec lui. Holiday utilise cet exemple pour montrer que la modestie n'est pas un signe de faiblesse, mais une force qui renforce notre influence et notre impact sur les autres. Holiday se penche ensuite sur les pièges de l'ego qui surviennent lorsque la modestie est négligée. Il évoque l'histoire de l'empereur Napoléon Bonaparte, dont l'ego surdimensionné a fini par précipiter sa chute. Napoléon, convaincu de sa propre invincibilité et de sa supériorité, a ignoré les avertissements et a pris des décisions imprudentes qui ont conduit à sa défaite. Cette histoire sert d'avertissement sur les dangers de l'ego lorsqu'il n'est pas tempéré par la modestie. L'auteur explore également le concept de « la modestie dans le succès ». Il souligne que l'un des moments les plus critiques pour pratiquer la modestie est lorsqu'on connaît le succès. Le succès tend à nourrir l'ego, à nous faire croire que nous sommes infaillibles, et à nous éloigner des autres. Holiday insiste sur l'importance de rester modeste même au sommet, en reconnaissant les contributions des autres et en restant conscient de nos propres limites. La modestie dans le succès permet non seulement de maintenir des relations harmonieuses, mais aussi de préparer le terrain pour de futurs succès, en gardant une attitude ouverte et adaptable. Pour renforcer l'idée de l'importance de la modestie dans toutes les situations de la vie, Holiday évoque l'exemple de l'entrepreneur et innovateur Elon Musk. Malgré ses succès impressionnants, Musk est souvent cité pour sa capacité à admettre ses erreurs et à rester concentré sur l'apprentissage et l'amélioration, plutôt que de se reposer sur ses lauriers. Holiday souligne que cette attitude de modestie face aux réalisations est ce qui distingue les grands leaders et innovateurs des autres. Enfin, Holiday conclut le chapitre en offrant des conseils pratiques sur la manière de cultiver la modestie dans la vie quotidienne. Il suggère des exercices simples, comme prendre le temps de réfléchir sur les contributions des autres à notre succès, ou pratiquer la gratitude de manière régulière. Il encourage également à adopter une perspective à long terme, où l'on se concentre moins sur les gains immédiats et plus sur le développement de soi et des autres sur le long terme. En cultivant la modestie, nous développons non seulement une vision plus claire et plus équilibrée de nous-mêmes, mais nous préparons également le terrain pour une vie plus épanouissante et plus authentique. Conclusion. Le 6e chapitre de « L'ego et l'ennemi » nous rappelle que la modestie n'est pas simplement une vertu morale, mais un outil essentiel pour naviguer avec succès et intégrité à travers les défis de la vie. Ryan Holiday démontre que la modestie est un antidote puissant contre les excès de l'ego, nous aidant à maintenir une perspective équilibrée, à rester ouvert à l'apprentissage, et à entretenir des relations interpersonnelles saines et constructives. La modestie, telle que décrite par Holiday, est un art qui nous permet de voir la réalité avec clarté, de reconnaître la valeur des autres, et de continuer à grandir, même en pleine réussite. Elle nous protège contre l'arrogance, la complaisance, et l'isolement que l'ego peut induire, et nous guide vers une vie de véritable épanouissement, où le succès n'est pas seulement mesuré en termes de résultats, mais aussi en termes de croissance personnelle et d'impact positif sur les autres. Ce chapitre est une invitation à pratiquer la modestie comme un art de vivre, à la fois dans nos succès et dans nos échecs. En maîtrisant cet art, nous pouvons non seulement surmonter l'ego, mais aussi construire une vie plus riche, plus harmonieuse et plus significative. Ryan Holiday nous offre ici un guide précieux pour naviguer les complexités de la vie avec sagesse, en plaçant la modestie au cœur de notre démarche personnelle et professionnelle. Résumé du chapitre 7, l'effort contre la reconnaissance. Ryan Holiday commence ce chapitre en examinant la tension constante entre l'effort et la reconnaissance. Nous vivons dans une culture qui valorise de plus en plus la reconnaissance publique et les accolades, souvent au détriment de l'effort sincère et du travail acharné. Dans cette société saturée de médias sociaux et de spectacles de célébrités, il est facile de succomber à la tentation de chercher constamment l'approbation des autres plutôt que de se concentrer sur le travail qui compte réellement. Holiday illustre cette tension avec l'exemple de la célèbre athlète et entraîneuse de football universitaire Pat Summitt. Summitt, reconnue pour ses succès extraordinaires en tant qu'entraîneuse, était profondément engagée dans son travail, non pas pour la reconnaissance ou les récompenses, mais par une passion authentique pour le jeu et le développement de ses joueuses. Son histoire démontre que le véritable effort est souvent invisible et que la reconnaissance ne devrait pas être la motivation principale. Holiday explique que Summitt a atteint le sommet non pas en recherchant la gloire,
mais en investissant chaque jour dans un travail minutieux et rigoureux. En contraste, Holiday évoque l'histoire de personnes dont le désir de reconnaissance a corrompu leur engagement. Il décrit comment certains individus, en quête constante de validation extérieure, sont souvent prêts à sacrifier l'intégrité et la qualité de leur travail pour obtenir des éloges immédiats. Cette quête de reconnaissance peut mener à une superficialité dans les efforts fournis et à une approche axée sur la présentation plutôt que sur le contenu réel. Holiday souligne que l'ego pousse souvent les individus à se concentrer sur l'apparence de réussite plutôt que sur les efforts réels nécessaires pour atteindre une excellence durable. Holiday poursuit en explorant comment cette dynamique s'applique dans divers contextes, des carrières professionnelles aux relations personnelles. Dans le monde des affaires, par exemple, la recherche de reconnaissance peut mener à des comportements tels que la prise de crédit pour le travail des autres ou la manipulation des apparences pour impressionner les supérieurs. Cela peut créer un environnement toxique où l'accent est mis sur les résultats superficiels plutôt que sur les efforts substantiels et honnêtes. Holiday met en garde contre ce piège, en soulignant que la véritable réussite vient du travail acharné et de la sincérité, et non de la reconnaissance rapide. L'auteur approfondit cette idée en examinant comment les succès et les échecs publics peuvent influencer notre perception de l'effort. Il souligne que les échecs, en particulier, sont souvent perçus comme des occasions d'apprendre et de grandir, mais ils peuvent également être perçus négativement lorsqu'ils sont mal interprétés par les autres. La quête de reconnaissance peut nous pousser à éviter les échecs ou à manipuler les circonstances pour minimiser les risques, ce qui peut limiter notre capacité à nous améliorer réellement. Holiday encourage ses lecteurs à voir les échecs comme des étapes nécessaires dans le processus de croissance, plutôt que comme des obstacles à la reconnaissance ou à la réussite. Un aspect crucial du chapitre est l'exploration du concept des « efforts silencieux ». Holiday explique que l'effort véritable est souvent discrètement accompli, loin des projecteurs. Les grandes réalisations sont souvent le résultat d'innombrables heures de travail acharné, de réflexion silencieuse et de persévérance qui ne sont pas toujours visibles pour le public. Cette forme d'effort demande de l'humilité et un engagement profond envers la tâche elle-même, sans se laisser distraire par le désir de reconnaissance. Holiday insiste sur le fait que ceux qui sont réellement engagés dans leur travail ne cherchent pas à se faire valoir, mais se concentrent sur l'accomplissement de leur mission avec diligence et passion. Holiday utilise l'exemple de l'écrivain John Steinbeck, qui a écrit de manière persistante sans chercher la reconnaissance ou l'approbation immédiate. Steinbeck, malgré ses succès littéraires, est resté concentré sur le processus d'écriture et la qualité de son travail, plutôt que sur la recherche de validation extérieure. Cette approche lui a permis de produire des œuvres qui ont eu un impact durable, prouvant que l'effort silencieux et sincère est souvent plus gratifiant et plus efficace que la recherche incessante de reconnaissance. Le chapitre explore également l'impact de la reconnaissance sur les relations interpersonnelles. Holiday met en lumière comment la quête de reconnaissance peut affecter la dynamique des relations, notamment en créant des tensions entre ceux qui cherchent constamment l'approbation et ceux qui se concentrent sur des contributions authentiques. La recherche de reconnaissance peut mener à des conflits, à de la jalousie, et à des malentendus, ce qui peut nuire à la qualité des relations. Holiday encourage à privilégier l'authenticité et la générosité dans les interactions, en mettant l'accent sur le soutien et la reconnaissance mutuelle plutôt que sur la compétition pour les louanges. En approfondissant le thème de l'effort contre la reconnaissance, Holiday évoque les risques associés à la surévaluation de la reconnaissance externe. Il souligne que la reconnaissance peut souvent être éphémère et fragile, et que dépendre de cette validation extérieure peut nous rendre vulnérables aux fluctuations de l'opinion publique et aux critiques. La recherche constante de reconnaissance peut également créer un cycle de dépendance émotionnelle, où notre sentiment de valeur personnelle est directement lié aux éloges et aux récompenses que nous recevons. Holiday encourage à développer une source de satisfaction intérieure qui ne dépend pas des opinions extérieures, mais plutôt de l'accomplissement personnel et de la contribution réelle. Un autre point important abordé est la manière dont l'ego peut fausser notre perception de l'effort des autres. Holiday explique que l'ego a tendance à créer une hiérarchie subjective où nous pouvons minimiser les efforts des autres tout en exagérant les nôtres. Cette attitude peut mener à des relations conflictuelles et à une atmosphère de compétition malsaine. En adoptant une approche plus empathique et reconnaissante envers les efforts des autres, nous pouvons améliorer nos relations et créer un environnement de soutien mutuel. Holiday conclut le chapitre en fournissant des conseils pratiques pour cultiver un engagement authentique et désintéressé. Il suggère de se concentrer sur la qualité du travail plutôt que sur les résultats visibles, de chercher des moyens de contribuer de manière significative sans attendre de reconnaissance, et de cultiver une attitude de gratitude envers les opportunités et les défis que nous rencontrons. Il encourage également à se fixer des objectifs personnels qui sont motivés par des valeurs profondes et un désir sincère de croissance, plutôt que par la quête de validation extérieure. Conclusion. Le 7e chapitre de « L'ego et l'ennemi » nous offre une réflexion profonde sur le rapport entre l'effort authentique et la recherche de reconnaissance. Ryan Holiday nous met en garde contre les pièges de l'ego qui nous poussent à privilégier l'apparence de succès et la validation extérieure au détriment du travail réel et de l'engagement sincère. En mettant l'accent sur l'effort silencieux et la valeur de la contribution authentique,
Holliday nous invite à réévaluer nos motivations et à adopter une approche plus équilibrée et plus significative dans notre quête de réussite. L'art de travailler avec intégrité et passion, sans se laisser distraire par la recherche de reconnaissance, est essentiel pour atteindre une véritable grandeur et un épanouissement durable. En cultivant un engagement authentique et en valorisant les efforts réels, nous pouvons non seulement surmonter les pièges de l'ego, mais aussi construire une vie plus riche et plus significative. Ce chapitre nous rappelle que la véritable réussite réside dans la capacité à se concentrer sur le travail lui-même, en trouvant satisfaction et fierté dans nos accomplissements personnels, plutôt que dans les éloges et la validation extérieure. Résumé du chapitre 8, la discipline de la passion. Ryan Holiday commence le chapitre en établissant une distinction cruciale entre passion et obsession. La passion, selon Holiday, est une force créatrice qui peut nous motiver et nous propulser vers des objectifs importants. Elle est le moteur qui nous pousse à poursuivre des intérêts profonds et à investir du temps et de l'énergie dans des activités significatives. Cependant, lorsque cette passion est gouvernée par l'ego, elle peut se transformer en obsession, une dynamique qui déforme nos priorités et nous éloigne de l'objectif initial. Pour illustrer cette dynamique, Holiday utilise l'exemple du célèbre artiste et inventeur Leonardo da Vinci. Da Vinci est souvent célébré pour sa passion intense et son génie créatif, mais Holiday note que sa carrière est également marquée par une série de projets inachevés et d'œuvres abandonnées. Ce manque de finition est attribué en partie à une passion qui, sans discipline, peut devenir dispersée et chaotique. Holiday explique que Da Vinci, bien qu'il ait été animé par une passion ardente, a souffert des effets de l'ego, ce qui a entravé sa capacité à mener ses projets à terme. Holiday continue en examinant comment l'ego peut transformer la passion en une quête de validation et de reconnaissance. Lorsqu'une personne est guidée principalement par le désir de reconnaissance externe, sa passion peut se concentrer sur des réalisations spectaculaires ou des démonstrations publiques plutôt que sur un véritable engagement envers la qualité et la profondeur du travail. L'ego pousse les individus à rechercher des applaudissements et des éloges, créant une situation où la passion est dirigée non par un véritable intérêt ou une vision personnelle, mais par le besoin d'être admiré et validé par les autres. L'auteur aborde également la question de la discipline dans la gestion de la passion. La discipline, selon Holiday, est la capacité à canaliser et à structurer notre passion de manière à ce qu'elle soit productive et durable. La passion sans discipline peut mener à des efforts incohérents, à des changements fréquents de direction, et à une incapacité à terminer ce que nous avons commencé. Holiday souligne que la véritable réussite nécessite une combinaison équilibrée de passion et de discipline, où la passion est guidée par une structure rigoureuse et un engagement persévérant. Holiday illustre ce point avec l'exemple de la carrière de Steve Jobs. Jobs est souvent cité comme un exemple de passion intense et de vision audacieuse, mais il est également connu pour son approche disciplinée et exigeante dans la gestion de son entreprise. Jobs a su canaliser sa passion pour l'innovation en développant des produits révolutionnaires tout en maintenant des normes élevées et une rigueur opérationnelle. Cette capacité à marier passion et discipline a été un facteur clé de son succès et de l'impact durable de ses réalisations. Un aspect crucial du chapitre est l'exploration des risques associés à une passion mal orientée. Holiday met en garde contre les dangers de laisser notre ego dicter la direction de notre passion, notamment en nous poussant à adopter des comportements autodestructeurs ou à ignorer les conseils et les critiques constructives. L'ego peut nous pousser à nous isoler dans notre quête de succès, à ignorer les feedbacks importants, et à négliger les aspects pratiques et réalistes de notre travail. Holiday encourage ses lecteurs à adopter une approche équilibrée qui intègre des mécanismes de rétroaction, des conseils externes, et une réflexion critique pour maintenir la passion dirigée vers des objectifs constructifs. Holiday explore également l'importance de la patience dans la gestion de la passion. Il explique que la passion véritable nécessite du temps pour se développer et pour produire des résultats significatifs. Les individus guidés par l'ego peuvent être tentés de chercher des gratifications immédiates ou de se précipiter vers des succès spectaculaires, ce qui peut entraîner des déceptions et des échecs. La discipline permet de maintenir la patience et la persévérance nécessaires pour faire face aux défis et aux obstacles inévitables, et pour continuer à progresser vers des objectifs à long terme. Le chapitre se penche également sur la notion de « passion authentique » versus « passion superficielle ». Holiday distingue entre une passion qui découle d'un véritable engagement envers une cause ou un objectif, et une passion qui est motivée principalement par le désir de reconnaissance ou de validation externe. La passion authentique est fondée sur des valeurs profondes et un véritable intérêt pour le sujet, tandis que la passion superficielle est souvent éphémère et centrée sur l'apparence extérieure. Holiday encourage ses lecteurs à cultiver une passion authentique en se concentrant sur ce qui les motive réellement, plutôt que sur ce qui peut leur apporter des accolades ou de la reconnaissance. Holiday conclut le chapitre en offrant des conseils pratiques pour intégrer la discipline dans la gestion de la passion. Il recommande de définir des objectifs clairs et réalistes, de créer des routines et des structures qui soutiennent notre engagement, et de développer des mécanismes de rétroaction qui nous aident à évaluer et à ajuster notre progression. En cultivant une approche disciplinée, nous pouvons transformer notre passion en une force constructive et durable,
capable de produire des résultats significatifs et de contribuer à notre croissance personnelle et professionnelle. Conclusion. Le 8e chapitre de « L'ego et l'ennemi » nous offre une perspective précieuse sur la relation complexe entre passion et ego. Ryan Holiday nous met en garde contre les dangers de laisser l'ego transformer la passion en une quête de reconnaissance et de validation, soulignant l'importance de la discipline pour canaliser la passion de manière productive et équilibrée. En intégrant la discipline dans notre engagement passionné, nous pouvons éviter les pièges de l'ego et construire un chemin vers une réussite authentique et durable. La discipline de la passion est un art qui nécessite une compréhension profonde de nos motivations, une structuration rigoureuse de nos efforts et une patience persévérante face aux défis. En maîtrisant cet art, nous pouvons non seulement atteindre nos objectifs avec intégrité et efficacité, mais aussi développer une source de satisfaction et d'épanouissement véritable qui transcende les simples applaudissements et la reconnaissance extérieure. Ce chapitre nous rappelle que la passion, lorsqu'elle est correctement canalisée et guidée par la discipline, peut être une force puissante pour le changement et l'accomplissement. En adoptant une approche équilibrée qui intègre passion et discipline, nous pouvons créer un impact durable et significatif, tout en surmontant les pièges insidieux que l'ego peut poser sur notre chemin. Résumé du chapitre 9, la tranquillité de l'ego. Le chapitre commence par une réflexion sur l'importance de la tranquillité intérieure comme un antidote puissant contre les effets destructeurs de l'ego. Holiday met en lumière la manière dont l'ego, lorsqu'il est laissé sans contrôle, peut engendrer des conflits internes, des réactions émotionnelles excessives et une agitation perpétuelle. Cette agitation, souvent alimentée par des désirs de reconnaissance, de pouvoir ou de validation, peut nous éloigner de notre véritable objectif et nous plonger dans un tourbillon de stress et de frustration. Holiday introduit le concept de tranquillité en s'appuyant sur les enseignements des philosophes stoïciens, en particulier ceux de Sénèque, Épictète et Marc Aurèle. Les stoïciens, en effet, valorisaient la tranquillité comme un état de calme intérieur et d'équanimité face aux aléas de la vie. Pour eux, la tranquillité ne réside pas dans l'absence de difficultés, mais dans notre capacité à rester imperturbable et concentré malgré ces difficultés. Holiday explique que cette tranquillité est un état d'esprit que nous pouvons cultiver grâce à une discipline intérieure et une compréhension profonde de nous-mêmes. L'auteur cite l'exemple de Sénèque, dont les écrits sur la philosophie stoïcienne fournissent des conseils précieux pour cultiver la tranquillité. Sénèque, malgré les turbulences politiques et personnelles qu'il a traversées, a maintenu une sérénité remarquable en pratiquant l'autodiscipline et en focalisant son esprit sur ce qui est sous son contrôle. Holiday souligne que la tranquillité de Sénèque est un modèle pour nous tous, nous invitant à adopter une perspective similaire pour gérer nos propres défis et pressions. Un élément central du chapitre est l'exploration des techniques et des pratiques qui peuvent nous aider à cultiver la tranquillité. Holiday discute de plusieurs méthodes éprouvées, notamment la méditation, la réflexion personnelle et la gestion des émotions. La méditation, en particulier, est présentée comme un outil puissant pour calmer l'esprit et réduire les effets perturbateurs de l'ego. En prenant le temps de nous concentrer sur notre respiration et de lâcher prise des pensées distrayantes, nous pouvons créer un espace de tranquillité intérieure qui nous aide à mieux gérer les exigences et les tensions extérieures. Holiday aborde également la pratique de la réflexion personnelle comme un moyen de cultiver la tranquillité. En examinant régulièrement nos pensées et nos motivations, nous pouvons développer une conscience accrue de notre ego et des mécanismes par lesquels il influence notre comportement. Cette introspection nous permet de reconnaître et de corriger les tendances égoïstes, réduisant ainsi leur impact sur notre état intérieur. Holiday suggère de tenir un journal pour consigner nos réflexions et nos sentiments, ce qui peut nous aider à clarifier nos pensées et à maintenir une perspective équilibrée. Un autre aspect important de la tranquillité est la gestion des émotions. Holiday explique que nos émotions peuvent souvent être amplifiées par l'ego, conduisant à des réactions impulsives et à des conflits inutiles. En apprenant à réguler nos émotions et à adopter une approche plus calme et réfléchie face aux situations stressantes, nous pouvons mieux préserver notre tranquillité intérieure. Holiday propose des techniques telles que la respiration profonde, la pratique de la gratitude et l'adoption d'une attitude de détachement pour aider à gérer les émotions de manière plus efficace. Le chapitre se penche également sur la manière dont la tranquillité peut être un atout précieux dans nos interactions avec les autres. Holiday souligne que la tranquillité nous permet de répondre aux provocations et aux critiques avec calme et rationalité, plutôt que de réagir impulsivement. Cette capacité à maintenir une attitude sereine et équilibrée face aux autres est essentielle pour construire des relations harmonieuses et éviter les conflits inutiles. En cultivant la tranquillité, nous pouvons aborder les interactions avec une plus grande empathie et une meilleure compréhension, favorisant ainsi des relations plus constructives et respectueuses. Holiday explore également l'impact de la tranquillité sur notre performance et notre productivité. Il explique que lorsque nous sommes en paix avec nous-mêmes, nous sommes mieux équipés pour concentrer notre énergie et notre attention sur nos objectifs. La tranquillité intérieure nous permet de travailler de manière plus efficace et de faire face aux défis avec une clarté mentale accrue. Holiday compare cela à l'état de concentration qu'un athlète de haut niveau doit atteindre pour exceller dans sa performance,
soulignant que la tranquillité est une condition préalable essentielle pour atteindre des niveaux de réussite élevés. L'auteur aborde aussi la question des défis pratiques pour maintenir la tranquillité dans un monde qui semble constamment agité et exigeant. Il reconnaît que les pressions et les distractions de la vie moderne peuvent rendre difficile le maintien d'un état de calme intérieur. Cependant, il insiste sur le fait que même dans ces conditions, il est possible de cultiver la tranquillité en adoptant des pratiques régulières et en développant une résilience intérieure. En intégrant des moments de réflexion et de calme dans notre routine quotidienne, nous pouvons créer un équilibre entre les exigences externes et notre besoin de sérénité intérieure. En conclusion, Holiday offre des conseils pour intégrer la tranquillité dans notre vie quotidienne. Il recommande de créer des rituels de tranquillité, tels que des moments dédiés à la méditation ou à la réflexion personnelle, et de cultiver une attitude de gratitude et d'acceptation. En établissant des pratiques régulières pour nourrir notre tranquillité intérieure, nous pouvons mieux gérer les défis de la vie et surmonter les effets perturbateurs de l'ego. Conclusion. Le 9e chapitre de « L'ego et l'ennemi » nous offre une exploration profonde de la tranquillité comme un antidote puissant contre les influences corrosives de l'ego. Ryan Holiday nous montre comment la tranquillité intérieure, cultivée par la discipline, la réflexion personnelle et la gestion des émotions, peut nous aider à maintenir notre calme et notre équilibre même face aux défis les plus ardus. La tranquillité n'est pas simplement un état de paix passif, mais une vertu active qui nous permet de naviguer dans la vie avec sagesse et clarté. En cultivant cette tranquillité, nous pouvons surmonter les distractions et les tensions que l'ego génère, et nous engager pleinement dans nos objectifs avec une énergie concentrée et une perspective équilibrée. Ce chapitre nous rappelle que la véritable tranquillité est un produit de la maîtrise de soi et de l'engagement envers nos valeurs profondes. En intégrant les pratiques de tranquillité dans notre vie quotidienne, nous pouvons créer un espace intérieur de calme et de sérénité qui nous soutient dans notre quête de succès authentique et de réalisation personnelle. En fin de compte, la tranquillité est une force qui nous aide non seulement à gérer les pressions de l'ego, mais aussi à vivre une vie plus épanouissante et significative. Résumé du chapitre 10, la mort de l'ego. Le 10e chapitre de « L'ego et l'ennemi » commence par une interrogation poignante sur la mortalité et son impact sur notre perception de nous-mêmes. Ryan Holiday nous rappelle que l'acceptation de notre propre mortalité n'est pas simplement une réflexion philosophique abstraite, mais un outil puissant pour surmonter les effets destructeurs de l'ego. En prenant conscience de notre finitude, nous pouvons nous détacher des illusions de grandeur et des désirs éphémères qui alimentent notre ego. Holiday commence par explorer les enseignements des philosophes stoïciens sur la mortalité. Les stoïciens, notamment Sénèque, Épictète et Marc Aurèle, voyaient la contemplation de la mort comme une pratique essentielle pour maintenir la perspective sur la vie. Selon eux, la mort n'est pas un sujet à éviter ou à craindre, mais une réalité à accepter pour mieux vivre chaque jour. Sénèque, par exemple, recommandait de méditer régulièrement sur la mort pour nous rappeler la brièveté de la vie et nous encourager à vivre de manière authentique. Cette pratique, selon Holiday, aide à relativiser les préoccupations superficielles et à se concentrer sur ce qui est véritablement important. Un aspect crucial du chapitre est la manière dont la conscience de la mortalité nous pousse à réévaluer nos objectifs et nos priorités. Holiday cite des exemples de figures historiques qui ont utilisé leur compréhension de la finitude pour guider leurs actions et leurs décisions. Il évoque notamment Steve Jobs, dont le discours à Stanford en 2005 illustre comment la confrontation avec la mort peut affiner notre perspective sur la vie. Jobs, diagnostiqué avec un cancer, a parlé de l'importance de vivre pleinement et de ne pas se laisser distraire par des préoccupations superficielles. Holiday explique que cet exemple montre comment la mort de l'ego peut nous libérer des aspirations égoïstes et nous pousser à nous concentrer sur des actions qui ont un véritable impact. Holiday nous offre également des conseils pratiques pour intégrer la conscience de la mortalité dans notre vie quotidienne. Il propose plusieurs stratégies pour utiliser cette perspective comme un levier pour le changement personnel. Voici quelques conseils clés tirés du chapitre. Pratiquer la réflexion sur la mortalité. Holiday recommande de prendre régulièrement du temps pour réfléchir à notre propre finitude. Cette pratique peut inclure des moments de méditation sur la mort ou des exercices de journalisation pour examiner nos priorités et nos valeurs. En adoptant cette approche, nous pouvons mieux comprendre ce qui compte réellement et éviter de nous laisser distraire par des préoccupations éphémères. Établissez des objectifs significatifs. En prenant conscience de notre mortalité, nous sommes encouragés à définir des objectifs qui ont un impact durable et qui reflètent nos valeurs profondes. Holiday suggère de se concentrer sur des réalisations qui contribuent au bien-être des autres et qui laissent un héritage positif. Cette perspective nous aide à éviter les ambitions superficielles et à nous engager dans des actions qui ont un véritable sens. Cultiver la résilience face aux échecs. La reconnaissance de la mortalité peut également nous aider à gérer les échecs et les revers avec plus de résilience. Holiday explique que la conscience de notre finitude nous permet de relativiser les obstacles et de les voir comme des occasions de croissance et d'apprentissage. En adoptant une attitude de courage et de détermination, nous pouvons surmonter les défis avec une perspective plus équilibrée.
Développer des relations authentiques, Holliday souligne que la conscience de la mortalité nous pousse à valoriser les relations authentiques et à éviter les conflits superficiels. En nous concentrant sur ce qui est réellement important, nous pouvons renforcer nos liens avec les autres et créer des relations plus significatives. Cette approche nous aide à aborder les interactions avec empathie et compréhension. Un autre point essentiel du chapitre est la notion d'héritage. Holliday nous encourage à réfléchir sur l'impact que nous voulons laisser derrière nous et à nous engager dans des actions qui contribuent positivement à la société. En prenant conscience de notre mortalité, nous sommes invités à considérer notre héritage non seulement en termes de réalisation personnelle, mais aussi en termes de contribution durable aux autres et au monde. Cette réflexion sur l'héritage nous pousse à vivre de manière plus intentionnelle et à nous concentrer sur des actions qui ont un véritable impact. Holliday évoque également la notion de memento mori, un concept stoïcien qui signifie « souviens-toi que tu mourras ». Cette pratique, qui consiste à méditer sur la mort pour maintenir une perspective équilibrée sur la vie, est présentée comme un moyen puissant de surmonter les excès de l'ego. En nous rappelant constamment notre finitude, nous pouvons nous libérer des illusions de grandeur et nous concentrer sur des actions qui ont un véritable sens. Le chapitre se termine par une réflexion sur la manière dont la mort de l'ego nous permet de vivre de manière plus authentique et significative. Holliday souligne que la conscience de notre mortalité est une opportunité de réévaluer nos priorités, de corriger nos ambitions égoïstes et de nous engager dans des actions qui reflètent nos valeurs profondes. En intégrant cette perspective dans notre vie quotidienne, nous pouvons créer un impact durable, cultiver des relations authentiques et mener une vie plus épanouissante. Conclusion. Le 10e chapitre de « L'ego et l'ennemi » nous offre une exploration profonde de la manière dont la prise de conscience de notre mortalité peut nous aider à surmonter les effets destructeurs de l'ego. Ryan Holiday nous montre comment la réflexion sur la mort, loin d'être une source de peur, peut être un outil puissant pour nous libérer des illusions et des désirs éphémères. La mort de l'ego, telle que décrite dans ce chapitre, est un processus de transformation qui nous permet de vivre de manière plus authentique et significative. En acceptant notre finitude, nous pouvons réévaluer nos objectifs, établir des priorités claires, et nous engager dans des actions qui ont un véritable impact. La conscience de la mortalité nous pousse à vivre pleinement chaque jour, à valoriser les relations authentiques, et à cultiver un héritage durable. En intégrant les conseils et les pratiques proposés par Holliday, nous pouvons créer une vie plus équilibrée, épanouissante et significative. La prise de conscience de notre propre mortalité nous offre l'opportunité de transcender les excès de l'ego et de nous engager dans une quête authentique de succès et de satisfaction. En fin de compte, la mort de l'ego est une voie vers une vie plus riche et plus pleine, où chaque action est guidée par des valeurs profondes et un sens véritable. Résumé du chapitre 11, le pouvoir de l'humilité. Le 11e chapitre de « L'ego et l'ennemi » commence par une réflexion sur l'importance cruciale de l'humilité dans le contexte de la réussite personnelle et professionnelle. Ryan Holiday souligne que l'humilité est souvent mal comprise. Dans un monde où l'affirmation de soi et la recherche de reconnaissance sont valorisées, l'humilité peut être perçue comme une faiblesse. Cependant, Holiday démontre que l'humilité est en réalité une qualité puissante qui permet d'élever nos actions et nos interactions à un niveau supérieur. Holiday commence par définir l'humilité dans un contexte pratique. Il explique que l'humilité ne signifie pas simplement se minimiser ou se soumettre aux autres, mais plutôt reconnaître et accepter nos propres limites tout en restant ouvert à l'apprentissage et à la croissance. L'humilité implique également un respect authentique pour les autres, une volonté de servir et de contribuer, et une compréhension que le succès est souvent le résultat de contributions collectives plutôt que d'efforts individuels. Un des exemples marquants du chapitre est l'histoire de Abraham Lincoln, un leader dont l'humilité a été cruciale pour sa réussite. Holiday décrit comment Lincoln, malgré ses nombreuses victoires et son statut de président durant une période tumultueuse de l'histoire américaine, est resté profondément ancré dans ses valeurs d'humilité et d'empathie. Lincoln est reconnu pour avoir écouté les avis divergents, consulté ses conseillers, et montré une grande capacité à reconnaître ses propres erreurs. Cette approche lui a permis de construire une équipe solide, de naviguer dans des périodes de crise avec sagesse, et de mener le pays vers la réconciliation et la reconstruction. Holiday met en lumière plusieurs aspects clés de l'humilité que Lincoln incarnait. L'écoute active. Lincoln était réputé pour sa capacité à écouter les avis et les critiques, même de ses adversaires. Il croyait fermement que la meilleure manière de prendre des décisions éclairées était de recueillir diverses perspectives et de rester ouvert aux suggestions. Cette attitude lui a permis de prendre des décisions plus équilibrées et informées. La reconnaissance des erreurs, un autre aspect essentiel de l'humilité est la capacité à admettre ses erreurs et à apprendre de ses expériences. Lincoln n'hésitait pas à reconnaître ses propres défauts et à corriger le tir lorsque cela était nécessaire. Cette approche a renforcé sa crédibilité et son leadership, et a favorisé un climat de confiance et de respect parmi ses collaborateurs. Le service aux autres, Lincoln est également un exemple de leader qui a placé le bien-être de ses concitoyens avant ses propres intérêts. Son engagement envers l'unité du pays et son désir de servir les besoins de la nation étaient au cœur de son approche.
Holliday souligne que cette orientation vers le service est un élément fondamental de l'humilité, car elle implique de mettre les besoins des autres avant les désirs personnels. Holliday continue en examinant comment l'humilité peut être un atout dans les relations interpersonnelles. Il explique que l'humilité favorise des interactions plus authentiques et constructives, car elle permet de créer un environnement où les autres se sentent valorisés et respectés. En adoptant une attitude humble, nous encourageons les échanges honnêtes, renforçons les liens de confiance, et construisons des relations plus solides et plus durables. Un autre exemple fourni dans le chapitre est celui de Howard Schultz, le fondateur de Starbucks, qui a utilisé l'humilité comme un outil pour construire une entreprise prospère. Holliday décrit comment Schultz a maintenu une approche humble tout au long de sa carrière, en mettant l'accent sur la création d'une culture d'entreprise fondée sur le respect, la collaboration et le bien-être des employés. Cette approche a contribué à créer une entreprise qui valorise ses employés et ses clients, et qui est reconnue pour sa culture positive et son succès durable. Holliday partage plusieurs conseils pratiques pour cultiver l'humilité dans notre vie quotidienne. Pratiquer la gratitude. La gratitude est un excellent moyen de développer l'humilité, car elle nous rappelle les contributions des autres à notre réussite et nous aide à apprécier les opportunités que nous avons reçues. Holliday suggère de prendre le temps de reconnaître et de remercier les personnes qui ont joué un rôle dans nos succès, et de cultiver une attitude de reconnaissance dans nos interactions quotidiennes. Chercher à apprendre des autres, adopter une attitude d'ouverture et de curiosité est essentiel pour développer l'humilité. Holliday encourage à rechercher les perspectives et les expériences des autres, à poser des questions et à être réceptif au feedback. Cette approche nous aide à élargir notre compréhension et à améliorer nos compétences. Faites preuve de vulnérabilité. L'humilité implique également la capacité à se montrer vulnérable et à admettre nos propres limites. Holliday recommande de ne pas avoir peur de partager nos défis et nos erreurs, et de demander de l'aide lorsque c'est nécessaire. Cette approche favorise une culture de confiance et de soutien. Mettez l'accent sur le service, en nous concentrant sur le service aux autres plutôt que sur la recherche de reconnaissance personnelle, nous cultivons une attitude d'humilité. Holliday suggère de chercher des moyens de contribuer positivement à la vie des autres, que ce soit par le mentorat, le bénévolat, ou d'autres formes de soutien. Holliday souligne également l'importance de la réflexion personnelle comme outil pour développer l'humilité. En prenant régulièrement le temps de réfléchir sur nos actions, nos motivations et nos interactions, nous pouvons mieux comprendre nos propres biais et nos comportements, et travailler à les corriger. Cette pratique de l'auto-évaluation nous aide à rester ancrés dans une perspective équilibrée et à éviter les pièges de l'ego. Le chapitre conclut en réaffirmant que l'humilité est une qualité essentielle pour le succès personnel et professionnel. Holliday rappelle que l'humilité ne doit pas être confondue avec la faiblesse ou la soumission, mais plutôt comprise comme une force qui nous permet de croître, d'apprendre et de servir les autres de manière authentique. En intégrant l'humilité dans notre vie quotidienne, nous pouvons surmonter les excès de l'ego, renforcer nos relations, et atteindre un succès véritable et durable. Conclusion. Le 11e chapitre de « L'ego et l'ennemi » nous offre une exploration approfondie de l'humilité et de son pouvoir transformateur. Ryan Holliday nous montre comment l'humilité, loin d'être une faiblesse, est une qualité puissante qui nous permet de surmonter les défis, de renforcer nos relations, et de réaliser un succès authentique. À travers des exemples historiques, des conseils pratiques, et des réflexions philosophiques, Holliday nous guide dans l'art de cultiver l'humilité. En adoptant une attitude humble, en reconnaissant nos limites, et en mettant l'accent sur le service aux autres, nous pouvons créer une vie plus équilibrée, épanouissante, et significative. L'humilité nous invite à nous libérer des illusions de grandeur et à embrasser une approche plus authentique et constructive de la vie. En intégrant ces principes dans notre quotidien, nous pouvons non seulement surmonter les pièges de l'ego, mais aussi bâtir des relations solides, atteindre des objectifs significatifs, et contribuer positivement à notre communauté et à notre monde.